Bonjour à tous, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'une des situations géopolitiques les plus complexes, mais aussi les plus importantes de notre histoire moderne, le conflit israélo-arabe. L'idée, c'est vraiment de reprendre les choses depuis le début, en toute objectivité, de l'ère de la décolonisation britannique jusqu'aux immenses enjeux mondiaux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, pour que ce soit bien clair, on va tout simplement suivre un ordre chronologique. On parlera d'abord de la période du mandat britannique, avant 1948, puis du partage et de la naissance d'Israël. Ensuite, on abordera les guerres israélo-arabes, la question palestinienne, les différentes tentatives de paix, et on finira par voir comment tout cela impacte la planète entière. Commençons avec notre première grande étape, la période d'avant 1948, sous le mandat britannique. Pour bien comprendre les racines du dossier, il faut remonter juste après la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'effondre et en 1920, la Société des Nations confie le contrôle de la Palestine à la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle un mandat. À ce moment-là, les Britanniques administrent un territoire qui est très majoritairement habité par des Arabes palestiniens, mais, et c'est un point absolument crucial, la région connaît simultanément une nouvelle vague très importante d'immigration juive. Et pour comprendre cette immigration, il faut se tourner vers le sionisme. L'idée de ce mouvement, très clairement formulée par Théodore Herzl dès 1895, c'est que les populations juives, persécutées à travers le monde, ont un besoin vital de fonder leur propre patrie pour être enfin en sécurité. Ce projet va d'ailleurs prendre une ampleur tout à fait inédite en 1917, quand le gouvernement britannique lui apporte un soutien officiel très fort via la célèbre déclaration de Lord Balfour. On se retrouve donc avec une situation extrêmement tendue. D'un côté, on a une population qui cherche désespérément un refuge national sûr pour échapper à de terribles menaces mondiales. De l'autre côté, les Arabes palestiniens voient arriver cette installation massive avec une peur totalement légitime de perdre leurs terres historiques et de subir une domination étrangère. En fait, ce sont deux peuples avec des craintes et des objectifs diamétralement opposés, concernant très exactement le même territoire. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, le partage du territoire et la naissance d'Israël, un vrai tournant international qui intervient juste après les tragédies indicibles de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, face à cette situation devenue intenable, les Nations Unies proposent une solution avec la fameuse résolution 181, et les chiffres sont vraiment intéressants à analyser. Le plan de l'ONU propose de donner 55% du territoire pour créer un État juif, alors que cette population représente à peu près 30% des habitants à l'époque. Ensuite, 40% des terres sont prévues pour un État arabe palestinien et les 5% restants concernent la ville de Jérusalem qui serait placée sous un statut internationalisé et neutre. Sauf que ce plan, les pays arabes le jugent profondément injuste et le refusent catégoriquement. Pendant ce temps, les Britanniques, qui sont complètement épuisés financièrement et pris pour cible sur le terrain, décident de jeter l'éponge et annoncent leur retrait. Et c'est exactement dans ce vide juridique et institutionnel que David Ben Gourion prend les devants. Le 14 mai 1948, il proclame officiellement l'indépendance de l'État d'Israël. Évidemment, cette annonce historique va immédiatement mettre le feu aux poudres. C'est le début de notre troisième acte, les guerres israélo-arabes. Dès la déclaration d'indépendance en 1948, une coalition de la Ligue arabe attaque le tout nouvel État. Et ça, ce n'est que le point de départ d'une longue série de conflits militaires majeurs. On a la crise de Suez en 1956, la fulgurante guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Et ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'à chaque fois qu'un de ces conflits éclate, les frontières géopolitiques de toute la région sont constamment redessinées par la force. Si on revient un instant sur la guerre de 1948, Israël remporte une victoire militaire nette et prend le contrôle d'environ 78% du territoire. Mais concrètement, sur le plan humain, c'est un bouleversement massif. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés de leur maison. C'est cet exode dramatique que l'on appelle la Nakba, ou la catastrophe. Et c'est une déchirure humaine qui reste, encore aujourd'hui, au centre absolu de ce conflit. L'autre grand basculement, c'est 1967. Lors de la guerre des 6 jours, l'armée israélienne remporte une victoire écrasante et extrêmement rapide. En quelques jours à peine, le pays occupe militairement 5 territoires clés: la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est, le Sinaï égyptien et le plateau du Golan. Et là, ça change totalement la donne. La dynamique du conflit est altérée de façon permanente avec cette occupation. D'ailleurs, pour bien comprendre l'impact mondial de ces événements, prenons un chiffre tout simple, $10. C'est le prix ahurissant qu'a atteint le baril de pétrole suite à la guerre du Kippour en 1973.
Les pays arabes producteurs de pétrole ont mis en place un embargo, créant un choc pétrolier mondial. Ça nous montre de façon éclatante qu'un conflit régional au Proche-Orient a le pouvoir de perturber instantanément l'économie de la planète entière. Pendant que la carte se transforme au fil des guerres, on arrive à notre quatrième partie où l'attention va logiquement se focaliser sur la quête d'indépendance, ce qu'on appelle la question palestinienne. Au fil des années, le mouvement pour revendiquer un État palestinien va s'organiser de façon très méthodique. Ça commence en 1964 avec la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée notamment par Yasser Arafat. 10 ans après, en 1974, grande étape. L'ONU reconnaît officiellement le droit à la souveraineté des Palestiniens. Mais sur le terrain, face à une situation qui reste complètement bloquée, la colère monte. En 1987, cela déclenche la première intifada, un soulèvement populaire interne majeur, période qui marque également la création du Hamas. Alors, face à toutes ces violences, a-t-on essayé de trouver des solutions? Oui, et c'est notre 5e point, les tentatives de paix. À la fin du XXe siècle, d'énormes efforts diplomatiques ont lieu, et on assiste à des avancées historiques incroyables. D'abord en 1978 avec les accords de Camp David, où l'Égypte devient le tout premier pays arabe à reconnaître officiellement l'État d'Israël. Ensuite, le grand moment d'espoir, c'est 1993, les fameux accords d'Oslo. Israël et l'OLP se reconnaissent mutuellement, une étape qu'on pensait infranchissable. L'objectif, c'était de mettre en place une autonomie palestinienne progressive et transitoire. Mais malheureusement, la réalité du terrain va vite rattraper l'espoir des traités. Cette autonomie finit par s'enliser complètement. Les instabilités politiques, les promesses non tenues de part et d'autre, la poursuite ininterrompue de la colonisation et bien sûr les violences des attentats incessants, tout cela a littéralement détruit la confiance. Or, sans une confiance solide, il est tout simplement impossible de consolider un règlement de paix permanent. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie. Un conflit aux conséquences mondiales. Car l'écho de cette décolonisation inachevée résonne bien au-delà de ses frontières. Pourquoi est-ce que le monde entier a les yeux rivés sur ce territoire? En fait, c'est un véritable carrefour global. On parle d'une région située exactement à l'intersection du commerce mondial, avec un accès à des réserves énergétiques cruciales et qui est au cœur d'alliances géopolitiques ultra complexes. Les États-Unis soutiennent historiquement Israël, tandis que d'autres nations appuient fortement la cause palestinienne. Bref, la stabilité du Proche-Orient n'est pas qu'une affaire locale. Elle dicte inévitablement la stabilité de l'économie et de la diplomatie mondiale dans son ensemble. Alors, quand on prend un peu de recul sur tout ça, après avoir examiné plus d'un siècle d'histoire où s'entremêlent des tragédies, des revendications territoriales viscérales, la religion et des frontières en perpétuel mouvement, on en vient inévitablement à se poser la grande question. Est-ce qu'une paix vraiment durable, stable et définitive entre Israéliens et Palestiniens est encore possible aujourd'hui ? C'est une réflexion profonde qui reste ouverte et c'est sur cette question cruciale que s'achève ce décryptage. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans ce dossier complexe pour mieux appréhender les enjeux de notre présent.